Alors, donc c'est à mon tour. Donc merci de l'invitation. Donc je vais faire là aussi une sorte de digest de ma communication. Si vous voulez la version longue, c'est pas comme pour le Seigneur des Anneaux. N'achetez pas le DVD, mais achetez les actes du colloque. Alors, alors Napoléon a été l'objet de beaucoup de rumeurs dans la France de la Restauration, peut-être plus après sa mort que de son vivant. Dès la fin des 100 jours, la presse royaliste reçoit l'ordre de ne plus l'évoquer. Napoléon tombe dans l'oubli. Il faut consulter les journaux anglais pour se rendre compte qu'il n'a pas tout à fait été oublié et que sa détention suscite toujours des débats, notamment entre les Tories et les Whigs en Angleterre, et cela passionne le grand public anglais. Les dépêches officielles du gouvernement britannique répètent envers et contre tout que Napoléon va bien, qu'il se porte comme un charme. Et les derniers témoignages de ses proches, en réalité, datent de 1818, c'est-à-dire les articles d'Oméara qui publie après son retour, après son expulsion de l'île, les brochures de l'ancien valet Santini, décrivent un homme qui est abattu, qui est un peu démoralisé, mais qui n'est pas encore mourant, qui est même encore plutôt en bonne santé. On a les mémoires de Napoléon sur les 100 jours qui paraissent en 1820. Napoléon est encore en possession de tous ses moyens puisqu'il écrit, il continue à écrire. Et il ne faut pas négliger non plus l'influence du manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue, qui est un apocryphe, mais qui là aussi montre un captif qui a l'air en parfaite santé. En résumé, les opinions publiques européennes, surtout anglaises, sont au courant que Napoléon a une vie plutôt pénible à Longwood, que sa santé décline un petit peu, mais personne n'est préparé à l'annonce de sa mort qui est plutôt brutale. Du coup, la propagande du gouvernement britannique finit par se retourner contre lui en faisant naître la suspicion, d'autant plus que l'événement de la mort de Napoléon, son annonce en Europe, arrive presque au même moment, quelques semaines avant, la disparition, le 7 août 1821, de Caroline de Brunswick, qui est la princesse de Galles, l'épouse séparée et détestée de George IV d'Angleterre. Il ne faut pas beaucoup pour faire accuser le nouveau roi d'Angleterre d'avoir empoisonné ses deux pires ennemis. Vous connaissez la fameuse citation, je vous la dis quand même, je suis désolé, mais sire, votre pire ennemi est mort. Ah, ma femme, non Napoléon. Ah, bon. Bien. Alors, évidemment, les journaux évoquent par entrefilet la mort de Napoléon à partir du 7 juillet en France, mais leur brièveté même ne peut que stimuler les interrogations du public. Les rapports de police conservés aux Archives nationales donnent un petit aspect de ces interrogations, c'est-à-dire le regard policier sur les réactions provoquées par la mort de Napoléon. En revanche, la teneur des rumeurs qui est répandue à l'été, à l'automne 1821, les moyens de diffusion de ces rumeurs ne sont que très difficilement perceptibles. Alors Thierry Lenz, que je remercie parce qu'il m'a donné quelques-unes de ces photographies prises aux Archives nationales, ce qui m'a facilité le travail. Thierry Lenz a bien montré que la mort de l'ex-empereur est plus une nouvelle qu'un événement, mais on a quand même quelques échos qui subsistent à droite et à gauche de ce qui va traverser la France. Et on a des sources imprimées, des sources graphiques qui vont susciter ces rumeurs, qui vont naître de ces rumeurs ou qui vont les alimenter. Et ces publications sont soit officielles et donc soumises au dépôt légal. On peut donc les retrouver de nos jours encore à la Bibliothèque nationale. C'est ce qui justifie ma présence ici, on va dire, pendant cette journée théoriquement de travail. D'autres publications sont au contraire clandestines. Elles échappent par conséquent à la collecte des bibliothécaires et il faut se référer plutôt aux archives de la police. Alors il y a la question de l'empoisonnement qui est au centre de ces mouvements sporadiques, mais il y a d'autres bruits qui circulent concernant ou l'évasion. Parfois on parle aussi du petit Napoléon II. Et plus généralement, on parle beaucoup de l'héritage politique que laisse le défunt, héritage qui va un peu plus tard, mais déjà à l'époque, commence à être graduellement récupéré par le Parti libéral de la Restauration. Alors la propagation de ces rumeurs est indissociable de l'étude de la réception de la nouvelle du décès. Donc c'est une mort de papier qui ne fit peut-être pas beaucoup de bruit au fond, c'est plus une nouvelle qu'un événement, mais cela marque les mémoires, ça marque peut-être l'inconscient collectif, et ça prépare aussi l'inconscient collectif à la propagation du mythe hellénien, et cela ouvre la voie au fond aux entreprises éditoriales, celles de Gourgaud, de Montholon, de Bertrand et surtout de Lascaz, le mémorial de Sainte-Hélène. Et comme le dit Musset, la pierre de Sainte-Hélène tombe sur un terrain fertile. Alors les premières réactions
les premières réactions. Voilà, c'est un peu petit pour lire, je suis désolé, je pensais que l'écran serait plus grand. Les premières réactions sont celles concernant les salons mondains que l'on retrouve dans les papiers du baron Mounier, qui est directeur général de la police sous la Restauration. C'est une source passionnante qui n'avait pas encore été étudiée, je crois, et on y trouve de nombreuses copies de lettres interceptées par ce qu'on appelle le cabinet noir. Donc ce sont beaucoup de lettres d'aristocrates anglais qui sont en villégiature à Paris, et on a par exemple ici une lettre de George William Jerningham, baron de Stafford, écrite au comte de Carlisle, datée du 9 juillet, qui évoque comment la nouvelle est arrivée à Paris 3 jours plus tôt. Donc c'est de l'anecdotique, mais je vous raconte quand même. Selon son récit, la nouvelle a été apportée dans la nuit du 6 juillet, dans la soirée du 6 juillet, au duc de Richelieu, qui était en train de dîner chez le baron Paquier, puis transmise ensuite au roi, qui à ce moment-là est au château de Saint-Cloud, et ensuite la nouvelle se répand dans les salons. Talleyrand l'apprend le 7 juillet à 9 h du matin. Il a l'air surpris une seconde, puis ensuite il feint la différence et il se contente de déclarer d'un air un peu laconique que, à son avis, le captif n'a sans doute pas laissé de mémoire. La comtesse Aimée de Coigny, qui laisse une autre lettre, est choquée de voir que les anciens dignitaires de l'Empire, beaucoup en tout cas, se réjouissent parce que Napoléon est mort, ils n'ont plus à craindre d'avoir de nouveaux 100 jours qui leur tombent dessus. D'autres lettres interceptées à ce moment montrent le chagrin des partisans plus sincères de Napoléon qui sont des deux côtés de la Manche. Par exemple, Madame de Souza, qui écrit à son fils, le général Flao, le 9 juillet, je la cite, « Oh mon pauvre enfant, je sens tout ce que tu sens, je pense tout ce que tu penses, je l'avais prévu mon ami. Mon enfant, la mort n'est un secours que pour soi, elle rend plus vifs tous les souvenirs, tous les sentiments. » Donc c'est un peu mélodramatique. Une autre lettre également, le 9 juillet, adressée au publiciste Lewis Goldsmith, qui est très connu, et sa fille, Lewis Goldsmith, lui demande s'il a des renseignements supplémentaires sur la mort de celle qu'elle qualifie d'archidespote, comme vous l'appelez, cher papa. Donc elle annonce que la nouvelle ne fait pas un très grand effet à Paris, si ce n'est chez Laffitte, où ils avaient la figure très longue. Donc Laffitte, c'est le banquier qui avait reçu en dépôt l'argent de Napoléon en 1815. Autre lettre datée du 10 juillet, non signée, qui affirme que Chateaubriand songe à réécrire un discours qu'il doit prononcer à la Chambre des Pairs sur la prorogation de la loi de censure. Et Chateaubriand songerait à inclure dans son discours cette phrase « Les monstres sortis de la mer y rentrent, ainsi Bonaparte, sorti d'une île, est rentré au néant dans une île ». Elle ne figure pas dans les œuvres complètes. Le même correspondant remarqua ensuite, donc la même lettre anonyme, que certains anciens dignitaires de l'Empire ont pris le grand deuil à Paris et que Gourgaud a déjà fait part à l'ambassadeur anglais, Lord Stuart, de son désir de retourner à Sainte-Hélène se recueillir sur la tombe de l'empereur, mais que Lord Stuart lui a dit que ça n'est pas la peine, on va sans doute bientôt le rapatrier en Europe. Alors, autre missive plus intéressante qui date du 12 juillet. Alors, je vais mal prononcer son nom, je m'excuse auprès de Peter X. Alors, le diplomate anglais qui s'appelle John Nicholas Fazarkelly, destinataire malheureusement inconnu de sa lettre, elle a été recopiée sans qu'on note le destinataire, mais il évoque les soupçons d'empoisonnement qui courent parmi les partisans des admirateurs de l'empereur à Paris et qui visent, je cite, les Italiens qui ont été envoyés il y a quelque temps de Rome, autrement dit Antomarchi et l'abbé Vignali. Une autre lettre, ici, écrite par Noguera, qui est le premier secrétaire de l'ambassade d'Espagne à Paris, un nommé Colomb que je n'ai pas pu identifier, qui se trouve à Londres, où il évoque ces hommes rusés qui ont enterré le cadavre du patriarche pendu à Sainte-Hélène. Ce qui sous-entend, peut-être pendu, peut-être croyait-il, à la possibilité d'un assassinat. Autre lettre encore, le 17 juillet, à nouveau Lewis Goldsmith, qui avait écrit une très scandaleuse histoire du cabinet de Saint-Cloud en 1814, mais qui était redevenu entre-temps plutôt admirateur de l'empereur, ou en tout cas il avait très envie de se faire de l'argent autour de Napoléon, qui informe à son épouse qu'il a l'intention d'écrire en toute hâte un volume in quarto et qui lui réclame tout ce que son épouse peut trouver sur Napoléon qui s'imprime ou en France ou en Belgique ou n'importe où. Il a besoin très vite de papier pour pondre son bouquin. Alors, autre lettre, ici, Lady Malmesbury, veuve d'un diplomate de Georges III, pardon Peter, je prononce très mal, qui donne à la marquise Angélique de Lacoste, donc une aristocrate française, des nouvelles qui proviennent d'Angleterre, qui sont peut-être un peu plus fiables. Je la cite, « Il est mort tranquillement, et quoi qu'on pense qu'il a dû beaucoup souffrir, il n'a pas prononcé une seule plainte. Dans les derniers temps de sa maladie, il était persuadé qu'il avait le même mal dont son père est mort, d'un cancer à l'estomac. » Et effectivement, cela
a été prouvé à l'ouverture de son corps. Il a fait un testament, mais j'en ignore le contenu. S'il n'a pas fait un gros lait à Bertrand et à Montholon, il a été bien ingrat. Bien informé. Autre lettre ici, 26 juillet, Schubart, qui est un ancien correspondant du Times, qui écrit à l'éditeur londonien Murray que beaucoup de personnes croient qu'il a été empoisonné et je crois qu'on les en dissuadera difficilement. Un grand nombre de plumes sont maintenant en mouvement pour écrire des mémoires sur la vie de cet homme célèbre. Alors justement, quels sont ces mémoires que l'on est en train d'écrire en juillet 1821 ? Alors, l'annonce de la mort de Napoléon s'inscrit dans un contexte législatif qui est très particulier, c'est celui de la réaction ultra consécutive à l'assassinat du duc de Berry en février 1801, donc une sorte de retour de flamme de la censure. Et si l'on regarde la liste des publications déposées au dépôt légal, semaine par semaine, grâce à la bibliographie de la France qui existe depuis 1810, on constate que la mort suscite un bref emballement et quand on regarde les sujets des brochures imprimées, cela relève davantage du pathos que de la politique. Alors je vous ai fait un beau graphique, comme vous le voyez. Donc 154 textes concernant Napoléon font l'objet d'un dépôt légal entre juillet et octobre, avec visiblement un pic au mois d'août. Donc effectivement, les plumes s'activent durant tout le mois de juillet et en août, on balance tout ça dans les librairies. Alors pour vous faire grosso modo la répartition thématique de ces publications, on compte 19 textes apocryphes qui sont ou des pseudo-mémoires de Napoléon ou des faux éloges funèbres, des faux testaments ou des témoignages de soldats anglais complètement imaginaires. Viennent ensuite 8 compilations de dépêches de journaux français et anglais et enfin, autre élément, on a 18 biographies ou histoires du règne de Napoléon qui ont été écrites à la hâte pendant ces quelques jours. La catégorie la plus importante, ce sont les éloges et les textes à teneur vraiment poétique, 47 titres. Ensuite, voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop, voilà. Les réflexions politiques comptent pour 36 publications, qu'elles soient pour ou contre l'empereur. Et le cas le plus célèbre, c'est la polémique entre le général Jean-Baptiste Berton et le baron Mounier au sujet d'une pseudo-confession de Bonaparte qui est commanditée par le gouvernement royal, où Napoléon est censé exprimer ses remords, son dévouement à Louis XVIII, qui suscite plusieurs parutions. Et je renvoie au livre de Thierry Laine sur justement la polémique entre Berton et Mounier avec, je crois, une brochure qui s'appelle « Et qu'est-ce qu'il a, le général Berton ?» point d'interrogation. Alors, autre type de parution, 12 parutions d'ordre médical. Plusieurs auteurs font allusion à son assassinat. On profite pour parler de son assassinat, parle de sa maladie, de son empoisonnement, comme vous le voyez ici, et également la question d'un éventuel retour des cendres suscite 4 publications à partir plutôt du mois de septembre. On a aussi 8 rééditions de textes un peu plus anciens, de brochures qui dataient du début de la Restauration, même de la fin de l'Empire, qui ont été un peu retravaillées, donc 8 rééditions de textes. Et pour finir, on a un médecin qui profite de l'actualité pour publier son livre sur les cancers, en se disant sans doute que c'est le bon moment. Alors ensuite, toutes ces brochures ne sont pas systématiquement interdites, mais en tout cas, elles sont très soigneusement surveillées. Dès juillet, par exemple, le lieutenant de police de Lyon, qui s'appelle Permont, fait état de la circulation dans sa ville d'un dithyrambe qu'on attribue faussement à Lord Byron et d'une brochure clandestine qui s'appelle Pensée d'un soldat, qui connaît 4 impressions successives, ce qui va le pousser à renforcer la surveillance des cabinets littéraires, malgré le peu d'intérêt politique de ces textes qui ne sont pas du tout polémiques. Dans la capitale, on a ce qu'on appelle les fameux bulletins de Paris, donc les rapports de police quotidiens sur ce qui se passe dans la capitale, qui évoquent la mort de l'empereur, qui évoquent les publications qui l'accompagnent, mais de manière assez sporadique. Par exemple, le rapport du 7 juillet parle de l'indifférence du public, des quelques conjectures échangées dans les rues par les Parisiens, dont certains semblent plutôt douter de la réalité de l'événement. Le 16, le bulletin de Paris fait allusion à une oraison funèbre de Napoléon Bonaparte qui est saisie dès sa parution. 2 jours plus tard, le 18 juillet, c'est l'illustration que je vous ai mise, les presses, cette fois-ci, tournent à plein régime et la police semble se plaindre, je cite, que la malveillance, cependant secondée par un esprit de cupidité, fait naître dans ce moment, à l'occasion de la mort de Bonaparte, des feuilles, des lithographies que les marchands et colporteurs cherchent à débiter.
Une vie civile, politique et militaire de Napoléon est ainsi interceptée le 11 août, alors qu'elle avait fait l'objet d'un dépôt légal, ce qui suggère que la police fait un peu du zèle en saisissant des ouvrages qui ont été rédigés de manière à ne pas enfreindre la censure, qui ont fait l'objet d'une déclaration tout à fait légale, mais le but est de ne pas pousser l'opinion à s'agiter. Alors, du côté des gravures, puisqu'on parlait des lithographies, il n'y en a que 2 qui sont déclarées aux autorités, les autres ayant été diffusées plus clandestinement. Alors malheureusement, on a les titres des gravures, mais c'est très difficile d'en retrouver des exemplaires, donc je vous ai mis plutôt une image du registre des estampes déposées à la Bibliothèque royale, qui est une source qu'on ne consulte pas assez. Alors je continue dans mes rapports de police. Le 15 août, c'est un peu une journée à risque, on sent que la police, pour la Saint-Napoléon, est peut-être un peu plus attentive, mais là la police évoque plutôt le bon déroulement de la procession du vœu de Louis XIII, merveilleuse nouvelle, et la surveillance quand même des étudiants qui sont plus sensibles à la politique, proches des milieux libéraux, et ces étudiants risquent d'être poussés à des excès coupables par de fausses idées de liberté. Je cite, alors la police semble quand même s'être rendu compte que trop surveiller, faire excès de zèle, cela finirait aussi par créer peut-être un scandale. Donc le 24 août, le bulletin se contente d'évoquer des ouvrages qui sont impossibles à saisir, car en fait ils ne tombent pas sous le coup de la loi du 31 mars 1820 sur la censure. Par exemple, un calendrier Napoléon, dans lequel, je cite, les hauts faits de Bonaparte sont rappelés jour par jour. C'est ainsi que la malveillance s'efforce de réveiller parmi le peuple d'anciens souvenirs et de corrompre l'esprit public. Jusqu'au mois de décembre, le préfet de police va ensuite se féliciter dans plusieurs rapports de la prospérité du royaume. Et en réalité, dans ces bulletins de police dès l'automne, on se rend compte que les ouvriers ont du travail, donc ils n'ont pas forcément le temps ni l'envie de se plaindre ou de se mêler de politique. Et en plus, l'actualité finit par faire oublier très vite la mort de Napoléon. Le contexte, c'est celui de l'ouverture de la session parlementaire. Alors on craint que la mort de l'empereur ne serve de prétexte à des attroupements autour des chambres. Il y a un dernier écrit qui est saisi justement en novembre à ce moment-là qui s'appelait « Les amis de la liberté au tombeau de Bonaparte ». Mais voilà, c'est à peu près tout. Le 2 décembre, à nouveau, la police est un petit peu attentive, mais le calme règne dans la capitale et la population est visiblement plus occupée des affaires et des plaisirs, nous dit le rapport, que de politique. Alors on relève pourtant quelques procès dont je parle rapidement. Alors, celui déjà de l'écrivain bonapartiste Alexandre Barginet, qui est auteur d'une brochure qui évoque l'empoisonnement de Napoléon et de la princesse de Galles, qui va être acquitté par le tribunal de la Seine le 9 octobre, et celui d'un certain Flocon, auteur d'un texte dédié au duc de Reichstadt, qui est acquitté le même jour. En revanche, Pierre Grand et Amédée Vibaille, qui sont 2 étudiants en droit proches de Balzac, écopent respectivement de 2 et 3 ans de prison. Le premier pour Le cri de la France et le deuxième pour Il n'est pas mort, 3 points d'exclamation, qui sont des ouvrages qui sont beaucoup plus agressifs, qui critiquent beaucoup plus Louis XVIII, qui vont être saisis et presque tous détruits, puisqu'on en a encore un exemplaire au moins à la bibliothèque. Alors, les bruits qui circulent dans la rue, c'est très difficile à retrouver, même si au moins une brochure satirique va ironiser sur les cancers, en affirmant que le grand public les considère comme entre guillemets, des maladies politiques qui aident certains souverains à se débarrasser de leurs adversaires et à conforter leur légitimité. On a un témoignage un peu postérieur qui est celui de Hérault, qui est un ancien médecin de la maison de l'empereur, qui date de 1829 et qui revient sur l'hypothèse de l'empoisonnement en évoquant les rumeurs qui ont couru dans Paris en 1821. Et selon Hérault, de nombreux Parisiens croyaient que Hudson Law avait poussé Napoléon du haut d'une falaise ou l'avait fait fusiller avant de faire jurer à son entourage le silence pour le prix de leur départ de Sainte-Hélène. Il y a d'autres rumeurs qui auraient apparemment couru, évoquant des assassinats aussi cruels que ceux d'Édouard II en 1327 ou d'Édouard V en 1483. Alors vous pouvez regarder sur Wikipédia de quoi il s'agit. Alors, dans les départements, les rapports de police montrent que la nouvelle s'est propagée par les journaux, par les correspondances bien sûr, dans les villes puis dans les campagnes. Tout à fait normal. Les rapports des préfets parlent surtout de la récolte, c'est le principal sujet des Français à ce moment-là. Dans les Hautes-Alpes, par exemple, l'attention des habitants ne s'est jamais portée sur Sainte-Hélène, mais sur des objets agricoles. Le seul préfet qui s'inquiète un petit peu, c'est celui de l'Isère, qui évoque les festivités très bruyantes qui sont organisées pour fêter les 6 ans de la défense de Grenoble en 1815, une fête où l'on retrouve beaucoup d'anciens grognards et où, scandale, aucun toast n'est porté à la santé de Louis XVIII. Alors, les rapports aux 4 coins du pays ne parlent en fait
presque tous que de l'indifférence. C'est peut-être une façon de minimiser le phénomène, de ne pas inquiéter le ministre de l'Intérieur, mais tout de même c'est assez frappant. À Orléans, par exemple, le préfet écrit que cet événement était rentré depuis longtemps dans le domaine de l'histoire. À Cherbourg, le préfet, quant à lui, évoque la réaction des militaires en des termes qui sont presque ironiques, puisqu'il écrit que les anciens grognards de l'empereur ne peuvent pas lui pardonner d'être mort. Alors, autre brochure écrite par un auteur à Troyes qui décrit des conversations entre vétérans, un peu un écho de leurs doutes. Je cite la brochure: « Un cancer héréditaire, grand Dieu, il ne manquait plus que d'inventer une maladie pour tuer le génie de l'Europe. » Alors, autre texte, un autre préfet, Bulger de Val-de-Nuit, qui écrit « Le peuple, qui penche toujours pour le merveilleux, préférera croire tout ce que les auteurs de libelles lui diront. » Donc en réalité, on préfère croire des rumeurs que croire ce qu'on lit dans les journaux. Donc on doute un petit peu de la réalité de cette mort, on préfère penser à un assassinat. Et en réalité, la plupart des bruits relevés par la police ne concernent pas la réalité de l'annonce. On doute assez peu de la mort de Napoléon lui-même, mais plutôt, les interrogations sont plutôt sur le message que Napoléon aurait pu léguer à la postérité. On s'interroge sur le testament de Napoléon, sur les dernières paroles de Napoléon. Et la crainte, c'est que, par des rumeurs sur ce que Napoléon aurait pu dire avant de mourir, les Français ne doutent de la légitimité des Bourbons, ne viennent à remettre en question la Restauration. Par exemple, en Charente, donc Bulger de Val-de-Nuit, le préfet, annonce que des bruits courent dans la ville d'Angoulême, selon lesquels Napoléon aurait assuré à son fils, par testament, la couronne légitime et héréditaire de l'Empire français, qu'en mourant, il a exigé du comte Bertrand et de tous ceux qui lui étaient dévoués le serment de servir son fils avec la même fidélité. On a vu sur les murs l'inscription suivante: « Napoléon le Grand est mort, mais Napoléon II est vivant. » Donc c'est vraiment l'empereur est mort, vive l'empereur. D'autres rapports, alors ceux du baron de Corse, qui s'appelait Aymar, font état dans 2 lettres du 23 et 30 juillet, donc préfet de Corse, de la réaction de l'opinion publique à Bastia et à Ajaccio, où l'annonce de la mort parvient simultanément de Marseille et de Livourne le 23 juillet. Et là, en Corse, visiblement, des rumeurs suggèrent plus fermement que l'annonce de la mort cache une évasion. On n'a pas trop envie de croire à la mort de Napoléon. Beaucoup de Corses attendent la confirmation de Madame Mère, qui est à Rome, ou attendent le retour en Europe du médecin Tomarchi. Visiblement, on a plus confiance en sa parole. Selon Aymar, on a d'autres lettres qui affirment que l'annonce de la mort n'est juste une ruse, une sorte de stratagème, manigancé par la cour des Tuileries pour préparer le sacre de Louis XVIII à Reims. Là aussi, on a l'annonce en Angleterre du couronnement de Georges IV à l'été 1821. On se dit que Louis XVIII va peut-être se faire sacrer aussi et qu'il faut que Napoléon, qui a été sacré par le pape, disparaisse pour que Louis XVIII se fasse sacrer. Donc là, c'est aussi une rumeur qui court. C'est une rumeur que l'on retrouve également à Metz, dans un autre rapport du préfet. Le préfet de Corse craint surtout, visiblement, l'influence du clan Ramolino qui prend le deuil de manière très ostensible. On peut difficilement leur reprocher puisque c'est la famille. Mais quand même, là aussi, en Corse, même en Corse, de nombreux habitants semblent considérer que l'annonce dans les journaux officiels est quand même une preuve assez suffisante. Et je cite: « Les dames de la ville restent toujours chez elles. » Donc on est à Ajaccio. « On n'en a vu qu'une hier soir à la promenade. Elle était toute en noir. Les officiers à demi-solde ont eu la maladresse de se montrer également en noir et le crêpe au bras. » Alors, on doit finir je vais finir en évoquant la collision entre certaines rumeurs qui rappellent que le souvenir de l'empereur, c'est un peu une sorte de bruit de fond durant toute l'histoire de la Restauration, un peu comme le montre le cas des faux Napoléons dont on avait beaucoup parlé avec le livre paru aux éditions du CNRS, mais la mort de Napoléon, l'empoisonnement de Napoléon, son évasion, c'est aussi un peu un bruit de fond. En juillet 1821, dans le Doubs, la nouvelle de la mort de Napoléon se heurte ainsi à une autre rumeur qui est celle de son retour en France et de son entrée triomphale à Lyon. Et quelques-uns pensent que annoncer la mort de Napoléon, c'est une manœuvre de Louis XVIII aux abois pour essayer de sauver son trône parce que l'empereur est de retour et qui, comme en 1815, il va reprendre le pouvoir. Alors, le baron Mounier relève un peu cette rumeur, mais il note bien que c'est un cri isolé, une rumeur qui a été très vite jugulée. Et à Lyon, pareil, le préfet voit quelques violettes aux boutonnières des étudiants, mais en fait, selon lui, l'événement ne cause qu'une impression passagère et presque inaperçue. Et enfin, le baron Mounier, qui en a peut-être rendu compte à Louis XVIII, en tout cas à une séance de travail le 8 août, spécifiquement sur les rapports des préfets. Il répond à tous les rapports adressés des 4 coins de la France sur le sujet de la mort de Napoléon. Et que conclut-il ?
que Bonaparte a rendu service à Louis XVIII en mourant, puisque cela pousse ses partisans à prendre le deuil, à manifester leur chagrin, et finalement la police peut les repérer plus facilement. Donc la conspiration ourdie par le général Berton en février 1822 à Saumur, c'est un bon exemple, puisqu'elle a été très facilement déjouée par la police, puisque Berton est sorti du bois dès l'été 1821. En réalité, si les Français sont calmes, c'est sans doute qu'ils sont loin d'être indifférents, ce qui montre la limite aussi de ces documents administratifs, puisque la police ne peut pas sonder les cœurs et les âmes. Et dans un autre rapport du préfet du Rhône, on voit déjà les discours que l'on retrouvait en 1815 sous la plume d'autres préfets. Les Français ont la mémoire courte, les Français ne mesurent pas leur chance de vivre sous le règne de Louis XVIII, qui est un souverain débonnaire et pacifique, et la mort de l'empereur n'est qu'un micro-événement qui leur permet une fois de plus de montrer leur ingratitude. Alors les rumeurs d'empoisonnement sont très vite démenties par le retour de Bertrand et de tous les exilés de Sainte-Hélène. Les Français, donc on va dire qu'ils se sont très vite désintéressés du sujet. Donc on pourrait croire que l'Empire n'est qu'un lointain souvenir, peut-être même un mauvais rêve. Cela concrétise un peu une des craintes de Napoléon qui était justement d'être peu à peu oublié par l'Europe. En réalité, le paradoxe de la légende napoléonienne se trouve en germe dans tous ces rapports administratifs des préfets de 1821, puisque pour la plupart des Français, Napoléon n'est déjà plus qu'un grand nom, accolé à de glorieux souvenirs, mais un personnage un peu flou, un être un peu abstrait, dont on espère des bienfaits, que l'on peut facilement parer de toutes les vertus possibles. C'est ce que comprirent les membres du groupe libéral dans les années 1820, qui ont si facilement capitalisé sur le souvenir de Napoléon. Et donc, si sa mort est si facilement acceptée en 1821, c'est peut-être parce qu'il était déjà passé depuis 1815 du domaine du tangible au domaine du légendaire. Napoléon est déjà un revenant de papier, un mythe insaisissable et autour duquel se construit dès cette époque un marché de la gloire avec justement un processus éditorial foisonnant. Donc cette confrontation permanente entre l'admiration aveugle de la légende, l'analyse froide de l'histoire, c'est un peu le fondement de la mémoire napoléonienne telle qu'elle existe encore de nos jours. Et donc si le mémorial de Sainte-Hélène a contribué à cristalliser cette légende napoléonienne, en réalité, le phénomène existe déjà en germe dès juillet 1821. Je vous remercie.